de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Redonner goût et vie à la pratique de l'écrit à l'école, c'est le cri du cœur de plusieurs personnalités du monde culturel. Alors, quel est le lien entre les élèves et l'écriture en France aujourd'hui? Et puis surtout, quelle importance cette discipline a-t-elle pour les élèves? On en parle avec nos invités dès le début de cette émission. Tout savoir sur les châteaux grâce au talent de Sandrine Andrews et à son livre. Ce sera en seconde partie d'émission. Aujourd'hui, dans sa chronique, Loïc Landreau fera la lumière sur les devoirs à la maison. Mais avant cela, on retrouve Loïc justement pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Il y a quelques heures, Gabriel Attal a reçu tous les recteurs de France pour trouver des solutions face au harcèlement scolaire. Une réunion convoquée en urgence après les révélations de BFM TV ce week-end autour du suicide de Nicolas, 15 ans. C'était le 5 septembre dernier. Des échanges de courriers entre les parents du jeune homme et l'Académie de Versailles ont été rendus publics et on a découvert tout le processus d'inaction, voire de dédain qui a mené à ce drame. Les parents de Nicolas avaient signalé des faits de harcèlement à l'établissement ainsi qu'à l'Académie de Versailles à plusieurs reprises depuis l'automne 2022. Mais face à leur immobilisme, ils avaient manifesté leur mécontentement au rectorat dans cette lettre. Ils y décrivent la violence des attaques, la détresse de leur fils, ils y dénoncent les fausses promesses du rectorat, son silence, et annoncent qu'ils ont déposé une main courante contre les harceleurs, mais aussi qu'ils comptent porter plainte contre l'académie et contre l'établissement. Et voici donc, vous allez le voir, la réponse de l'administration qui a fait énormément réagir depuis samedi, des menaces de poursuites judiciaires pour dénonciation calomnieuse et une injonction, je cite, à adopter une attitude constructive et respectueuse. Mais est-ce que cette lettre a été finalement l'électrochoc que tout le monde attendait? En tout cas, elle prouve noir sur blanc combien une institution peut parfois être froide et insensible à la détresse des parents et des enfants. Et c'est pour cette raison que Gabriel Attal a annoncé tout à l'heure le lancement d'un grand audit sur le harcèlement dans toutes les académies de France. Et pour Olivier Véran sur RTL hier, il y aura un avant et un après Nicolas. Je crois que ce qui s'est passé est aussi une page que nous tournons dans l'histoire administrative de notre pays et qu'il faut répondre avec humanité et prendre en charge avec le plus grand sérieux et la plus grande urgence des situations de détresse des gens. Nous avons tous honte et personne ne peut considérer, personne ne peut rester de marbre face à une lettre pareille. Moi je vous le dis, j'ai 2 enfants scolarisés, je ne mélange certainement pas les deux, mais je le dis aussi en tant que parent, quand on reçoit ce type de lettre, le niveau de colère, de détresse qu'on doit ressentir est énorme. Donc moi Gabriel Attal a dit les choses hier, il va agir très efficacement, il déclenche un audit. Alors néanmoins, Loïc, cette réunion avec Gabriel Attal, avec les recteurs, laisse un goût amer. Et oui, puisque la rectrice de l'Académie de Versailles, qui était en poste justement au moment où la lettre polémique a été envoyée aux parents de Nicolas, n'est plus actuellement donc à l'Académie de Versailles. Elle a quitté ses fonctions et la fonction publique pour diriger un grand groupe d'écoles privées. Beaucoup se demandent donc de quelle manière elle pourra répondre de ses choix et décisions dans le cas de Nicolas. Et c'est d'ailleurs le cri du cœur de l'avocat Charles Consigny ce matin sur RMC. Il propose que la responsabilité personnelle des fonctionnaires soit engagée dans des cas graves comme celui de Nicolas. D'ailleurs, j'enjoins le jeune Attal à prendre les mesures qui s'imposent en virant des gens. En l'occurrence, la rectrice en question, elle est déjà partie. Je pense qu'il faut la poursuivre quand même. On peut Oui, bien sûr, elle a commis une faute. On peut considérer que c'est une faute d'imprudence, un manquement à ses obligations. Donc, je pense que ça remettra en cause sa carrière. Je pense qu'elle doit être poursuivie. Elle gagnerait d'ailleurs à être poursuivie tant par les parents que par son ancienne administration. Ce matin, la mère de Nicolas a d'ailleurs annoncé qu'elle ne savait pas encore si elle allait porter plainte ou non. Elle a précisé vouloir attendre les résultats de l'enquête. Et nouvelle preuve de ces pressions de l'administration sur les lanceurs d'alerte, on a appris également cet après-midi que l'association La Voix de l'Enfant, qui agit pour l'écoute et la défense des plus jeunes, avait reçu des courriers de réprimande de la part de différents rectorats pour avoir trop émis de signalements concernant des faits supposés de harcèlement scolaire. Une antenne locale de l'association a même perdu son agrément pour cette raison-là. C'est justement parce que beaucoup ne croient plus en l'institution que des initiatives personnelles se mettent en place. Oui, je voulais vous faire écouter l'appel d'Hugo Martinez. C'était ce matin sur RTL. Il préside une association de lutte contre le harcèlement scolaire et il appelle à la création d'une réserve citoyenne sur ce sujet.
Je lance un appel à toutes les personnes qui ont du temps à passer, des anciens professionnels de la santé, de l'éducation nationale, qui ont du temps à passer, qui ont du temps à accompagner ces jeunes. Je les invite à ce qu'on crée ensemble une réserve citoyenne et que la classe politique puisse se mobiliser pour apporter ce cadre et qu'ensemble on puisse apporter une réponse à ces enfants et ces familles. Je peux plus supporter d'entendre chaque semaine des familles qui m'appellent et qui me disent « Hugo Martinez, moi je suis obligé de prendre un crédit à la consommation pour que mon enfant soit accompagné. » C'est plus possible. On peut plus vivre dans une société pareille. Il y a un moment, il faut que l'arrêter de la classe politique, elle se réveille. Et qu'on fasse entendre la souffrance que vivent nos enfants chaque jour. Il faut savoir qu'en 2021, il y a un enfant qui est mort tous les 15 jours en France du harcèlement scolaire. Ça, c'est des chiffres que nous avons, nous, à l'association Hugo Produit, en faisant un comptage, bête et méchant, de tous les cas de harcèlement scolaire connus au grand public. Donc ça se trouve, il y en a même plus. Mais il y a un enfant qui meurt en France tous les 15 jours du harcèlement scolaire et notre classe politique attend et tourne la tête. Des chiffres effrayants, en effet. Une dernière information sur ce front du harcèlement. C'est une première en France. Une famille vient de porter plainte contre TikTok pour provocation au suicide. Il y a 2 ans, Marie, 15 ans, se donnait la mort. Elle était victime de harcèlement scolaire à cause de son poids. Et selon ses parents, son mal-être a été amplifié par l'algorithme de TikTok. En fait, quelques semaines avant son suicide, Marie avait publié une vidéo pour parler justement de ce qu'elle vivait. Et le réseau social lui a poussé un certain nombre de vidéos de contenu en masse sur le même thème. Et selon l'avocate de la famille, il est clair que la jeune femme allait mal et que les vidéos sur le harcèlement et sur le suicide qui lui ont été proposées par la plateforme ont contribué à son passage à l'acte. On termine avec ce chef d'établissement qui cherche des remplaçants parmi les parents d'élèves. Oui, dans ce collège de Gironde, 4 postes n'ont pas été pourvus à la rentrée et le rectorat ne trouve pas de candidat. Du coup, le principal a fait appel au réseau des 400 parents d'élèves de son établissement dans une lettre. Je le cite, « Afin de fournir des solutions de déblocage, je fais appel à vous pour me communiquer des CV d'éventuelles connaissances prêtes à s'engager dans le métier du professorat. » Et figurez-vous que la technique a déjà fonctionné l'an dernier. C'est par le bouche à oreille entre parents du collège, et bien que l'établissement avait pu recruter un professeur d'art plastique et une enseignante en anglais. La situation s'explique notamment par la localisation géographique de ce collège qui est éloigné des gares et des autoroutes. En tout cas, on peut dire que le principal ne ménage pas sa peine pour trouver donc des enseignants pour ses élèves. Merci beaucoup Loïc. Monsieur Gabriel Attal, redonné à l'écrit dès l'école primaire, ses lettres de noblesse lancent les parents et grands-parents signataires de cette tribune parue dans le journal Le Monde au début du mois. La pratique et l'enseignement de l'écriture seraient-elles en danger? Quels développements essentiels permettent la pratique de l'écriture? C'est notre question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Cécile Ladjali. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes professeure de lettres, écrivaine, directrice du programme Baudelaire, programme dont on va parler évidemment ensemble. Et également Delphine Saubabert par téléphone. Bonjour Delphine, vous m'entendez ? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Merci d'être avec nous, journaliste prix Albert Londres. Alors, lorsqu'on parle de défaillance, de problème en tout cas à l'écrit de nos élèves français, eh bien, il faut pouvoir l'évaluer, ce problème. On a des chiffres. Selon cette tribune, donc selon Isabelle Carré et Delphine Saubabert notamment, qui ont donc co-signé cette tribune parue dans Le Monde le 5 septembre dernier, au sein d'une classe, il y aurait un quart qui n'écrit pas, un quart qui écrit plutôt bien et la moitié qui peine, qui a des difficultés. Le premier réflexe, Cécile Ladjali, serait évidemment d'imputer ce problème aux écrans. Est-ce la réalité ? Oui, bien sûr, il y a énormément de temps passé sur les écrans, ça c'est une banalité de le dire, on l'a compris, mais il y a quelque chose dans le côté un peu ancien, vintage, je dirais, de l'écrit, de la calligraphie, du plaisir de dessiner la lettre sur la page, qui semble passer de mode et ne plus du tout correspondre à ce contexte accélérando généralisé que l'on vit aujourd'hui. La salle de cours doit être une espèce de sanctuaire où s'imposent 2 valeurs à rebours de notre modernité, c'est-à-dire le silence et la lenteur. Et ces 2 principes, du silence et de la lenteur, sont appelés pour écrire correctement. Donc en fait, écrire, passer à l'écrit, prendre le temps et éteindre le son pour produire un texte substantiel
réel, humain et profond, ça sous-entend de se placer un petit peu à rebours de tout un contexte qui est celui de notre modernité. Donc ça va plus loin que les écrans encore. Il y a quelque chose en fait d'un peu ringard dans l'écrit et il faut inverser ces perspectives qui sont totalement spécieuses pour expliquer aux enfants que l'écrit, c'est pouvoir se situer dans le monde, être fier de soi, savoir qui l'on est et surtout empêcher l'autre de penser et d'écrire à notre place. Donc c'est un gage de liberté. Delphine Saubabert, vous êtes co-signataire de cette tribune dont je parlais dans Le Monde, où vous insistez sur l'importance des mots. Non l'importance de l'orthographe, bien qu'elle soit catastrophique, c'est le terme aujourd'hui en France, mais vous dites les enfants peinent à écrire au sens d'articuler leurs pensées et donc de raisonner. En quoi l'écriture permet le développement de l'esprit critique ? L'écriture permet de fixer ses idées. Cécile vient de le dire de manière très, très belle. L'écriture, c'est le temps présent, mais qui nous relie en même temps à notre passé et notre futur, ne serait-ce que pour des enfants qui ont une capacité d'attention aujourd'hui de plus en plus flottante, parce qu'elle est captée pour les raisons que l'on disait. Écrire, c'est pouvoir se poser et passer de l'oral à l'écrit. Moi, je l'ai constaté dans les ateliers d'écriture que je fais depuis plusieurs mois auprès des enfants de 7 à 10 ans. C'est un très gros défi, voire c'est une immense difficulté. Tous les enfants que je vois arriver dans les ateliers d'écriture, je constate qu'ils sont très craintifs face à la feuille, face à l'écrit lui-même, face à la symbolique de l'écrit. Pour beaucoup, ils ne connaissent que la dictée. Ils se posent, il y en a un qui arrive qui me dit « moi, je suis nul en dictée ». Une autre, je ne vais pas y arriver. La dictée, aujourd'hui, elle est devenue la porte principale de l'écrit dans l'entrée du primaire, la porte principale d'entrée dans le primaire de l'écrit, pour des raisons aussi compréhensibles pour les enseignants qui font absolument tout ce qu'ils peuvent. Ils ont des classes à 25, 30, avec parfois 5, 10 enfants à besoins particuliers, comme ils disent, un enfant autiste. Ils ont énormément de choses à gérer. Dans les ateliers d'écriture, on les prend à 8, 10 grand maximum. Ils vous le disent, l'expression écrite, dans sa hauteur de pensée, ce qu'on est en train de définir bien au-delà de l'orthographe, qui est évidemment une composante de l'écrit, mais qui doit intervenir, à notre avis, dans un deuxième temps. L'orthographe est mise en conséquence de la mise en mouvement de la pensée. Les professeurs, c'est impossible, en fait, de faire à 25 ou 30 ce que nous, on peut faire en petits groupes. C'est absolument impossible. Ils nous le disent. Hier, je parlais encore à une institutrice de CM2. Elle dit « j'adore mon métier, j'adore, mais je ne peux pas le faire à 25 ou 30 ». Quand vous parliez de ces enfants, justement, qui sont face à vous et tétanisés devant la feuille, devant l'écrit, devant un texte, est-ce que vous essayez de prendre de la hauteur avec eux en leur expliquant à quel point ils sont les citoyens de demain, à quel point ils vont, grâce à ces mots, justement, construire une pensée ? Est-ce qu'ils vous entendent lorsque vous parlez ? Est-ce que c'est ce qui fait que, tout d'un coup, la passion se grandit ? Non, je ne théorise rien, je leur fais faire. Parfois, il suffit d'un rien, vous savez, face à des enfants qui ont peur, qui écrivent tout au crayon à papier pour se raturer aussitôt après ou tout effacer. Parfois, on peut prendre une poignée de cailloux, la jeter sur la feuille, dessiner une forme qui au début est informe. Je les déplace par rapport à leur contexte scolaire de cette manière-là. Ils entrent dans un processus ludique qui ne revêt pas d'enjeu, comme je le disais pour la dictée qui correspond tout à l'heure en fait à du rouge dans la marge. C'est un exercice purement évaluatif qui est certes très utile, mais purement évaluatif. C'est pour ça qu'ils ne connaissent que ça. Alors là, on les déplace, ils vont créer une forme qui va prendre forme à leurs yeux, mettre une bouche, des couleurs, etc. Et éventuellement, on va inventer une petite histoire à partir de là. C'est un exemple parmi d'autres. On peut leur proposer, moi j'essaie de leur parler des auteurs à chaque fois, mais à travers leurs propres yeux. Par exemple, si je leur propose de réécrire le début de Liberté, j'écris ton nom d'Éluard, c'est parce que je reçois deux Ukrainiennes chez moi et que je leur dis, vous savez, on va essayer de leur écrire un petit poème qu'on va leur lire après. Donc on essaie de placer une intention et effectivement on va essayer après d'inventer des définitions de mots ou de donner à des mots inconnus des définitions de mots qui auront l'air du vraisemblable mais qui seront rigolotes, qui va travailler la créativité, la pensée critique. Il y a 1000 choses à faire en fait dans des ateliers d'écriture créative, qui est un concept que connaissent très bien les pays anglo-saxons ou le Québec, qui ont mis cette écriture à leur programme dès les toutes petites classes.
Alors dans cette tribune, qui est un cri à la fois de colère et de passion, vous demandez au ministre Gabriel Attal d'engager une profonde refondation de l'école. Celui-ci s'est exprimé vendredi dernier et a annoncé donc 2 heures de lecture par jour en classe de CP, la production d'un texte écrit par semaine en CM2, l'abolition des textes à trous, les fameux textes où il manque donc des mots, un test de rédaction à l'entrée de la 6e ou encore un grand concours national d'écriture au primaire et au collège. Est-ce que ces mesures vont dans le sens de votre demande? Qu'en pensez-vous exactement? Il a dit dans un texte paru dans Le Monde qu'il veut restaurer l'écrit comme urgence républicaine dans son ambition de développer et restituer la pensée et comme un support de la créativité des élèves. Alors ça, c'est évidemment ce que l'on défend comme idée dans la tribune. Donc ça, c'est évidemment un grand pas de reconnaître l'urgence républicaine et de nous expliquer qu'il n'y a pas de pensée libre, de pensée complète et complexe sans pratique entière de l'écrit. Peut-être fait-il référence à la pensée complexe chère à Edgar Morin, qui est l'un des signataires de la tribune. Mais en même temps, quel est le comment? Le comment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des classes à 30, ça ne permet pas. Les enseignants ne le peuvent pas. Le petit groupe est une voie absolument indispensable pour accompagner l'enfant face à sa peur. Et quand l'enfant arrive à surmonter sa peur, regagne de la confiance en lui-même, à ses propres yeux, donc aux yeux des parents et aux yeux de l'école, il y a un pas énorme qui est franchi. Et là, on voit des progrès, y compris en orthographe. Donc le comment reste à faire, reste à déterminer. Comment imaginer un comment, comme vous dites, avec des petits groupes, alors que l'on sait qu'il manque énormément de professeurs aujourd'hui dans les collèges et lycées français, et même à l'école primaire? C'est effectivement un énorme défi. Donc, je suppose que le ministère est en train de réfléchir. On a trouvé le ministre extrêmement à l'écoute avec la ministre de la Culture. C'est un défi majeur. Alors, est-ce que c'est en ajoutant des intervenants d'écriture créative pour épauler les professeurs et leur permettre de se soulager avec eux aussi des petits groupes sur certains temps à définir? Est-ce que c'est en s'apesantissant sur la formation des professeurs pendant quelques années, puisque de toute façon, on sait très bien que c'est du travail à long terme, c'est un chantier absolument considérable. Et la vérité, c'est qu'on a lancé cette tribune pour le temps immédiat, mais le temps au long cours. C'est un temps qu'il faut regagner, c'est un temps de lutte, en fait, contre ce qu'on disait tout à l'heure, l'invasion des écrans, l'arrivée absolument fulgurante de l'intelligence artificielle. Demain, un enfant va vouloir écrire un texte, il va appuyer avec un clic et le texte va être écrit à sa place. C'est ça que l'on ne veut pas. Oui, c'est déjà le cas aujourd'hui, effectivement. Cécile Ladjali, j'aimerais vous faire réagir justement à une phrase de Delphine Sobabert dans cette tribune. L'école doit cesser d'être si évaluative pour devenir créative. Vous qui, dans votre programme Baudelaire, justement, proposez une écriture qui soit plus créative, peut-être plus graphique. Oui, alors le programme Baudelaire qui entre ce soir même, dans quelques minutes, là, le cours va commencer dans sa 3e saison. C'est un programme que j'ai inventé pour des étudiants. Alors, ils sont grands, là, mais ils étaient élèves il y a encore pas très longtemps. Ils sont dans les Sorbonnes en classe prépa aujourd'hui, mais ils viennent des quartiers difficiles, de familles d'accueil. Ils ont pas bénéficié d'un parcours scolaire et d'une vie très très facile au départ. Et ils ont le sentiment de ne pas avoir la carte et de ne pas être légitimes. Et vous savez qu'on vit dans un monde de reproduction des élites, que le hiatus entre les riches de mots et les pauvres de mots se creuse de plus en plus. Et ce programme Baudelaire est destiné à faire en sorte que ces enfants, ces jeunes méritants, qui ont une très bonne note au baccalauréat, c'est pas des cours de rattrapage, ils sont très méritants, ils ont été reçus avec souvent mention très bien, et recouvrent une forme de confiance en eux. Cette confiance en eux, elle ne pourra advenir que parce qu'ils vont se saisir des textes, de la beauté qui est très difficile, des œuvres d'art de l'intérieur pour la faire leur. Et l'ADN du programme Baudelaire, c'est que c'est les professeurs. En fait, j'ai demandé à 4-5 professeurs qui sont des universitaires, des professeurs de haut vol, de venir leur enseigner les fondamentaux, voilà. Mais ces professeurs sont également des artistes. Et ils pratiquent tous l'art qu'ils enseignent. Moi, je suis professeur de lettres et je suis aussi écrivain. Florian Azoulay, il est professeur de théâtre, mais il est aussi dramaturge. Thomas B. Réverdi, qui vient de publier un magnifique roman, Le Grand Secours chez Flammarion sur l'école, est professeur à Bondy depuis 25 ans, mais il est aussi romancier. Et donc, on invite les élèves à
créer, à mettre la main à la pâte, à publier des textes, à monter sur scène en art plastique. Le prof d'art plat, il est aussi plasticien, à faire des expositions. Je vais juste vous donner un exemple. L'an passé, ils ont établi le texte de Monique Walke-Strauss, qui est une dame qui a échappé à la barbarie nazie lorsqu'elle avait 6 ans. Elle est vivante. Aujourd'hui, elle les a rencontrés. Et ce texte-là va être publié aux éditions Actes Sud. Il a été préfacé par l'académicien spécialiste de la Shoah, Pascal Horry. Et ils ont, en l'ancienne gare de déportation de Bobigny, qui est leur ville, la plupart viennent de Bobigny, ils ont exposé leurs travaux, les textes et les grands tableaux qu'ils ont peints pour illustrer ce texte. Donc ils sont rentrés dans l'histoire par la porte de la création. Ils ont dialogué avec Pascal Horry, avec une très grande dame qui incarne la mémoire, ces choses qu'on ne doit pas oublier du XXe siècle. Et aujourd'hui, vous avez parlé d'Edgar Morin il y a un instant. Edgar Morin, c'est celui qui va nous occuper cette année, puisque les étudiants du programme Baudelaire vont adapter pour le théâtre le journal de Californie d'Edgar Morin. Donc il y a un aller-retour comme ça entre un savoir qui est très universitaire, qui est très savant, et les textes qu'on écrit, qu'on apprend par cœur, puisqu'on monte sur scène. Le partenariat avec la Maison de la Poésie, avec la MC93 est extrêmement fort, et les étudiants sont invités à un moment donné à vivre une aventure qui est éminemment artistique. Et le texte perd de son inquiétante étrangeté, de son pouvoir si écrasant, si humiliant, parce que ils ont participé à sa construction. Ils sont devenus un peu acteurs. C'est très facile d'humilier les gens avec la culture. Et nous, on est dans un exercice d'empathie absolue. Il n'y a pas de notes. Une façon de gratuit. Personnifier, si je puis dire, l'écriture, de la rendre plus vivante. Oui, et de se l'approprier, parce qu'ils ont l'impression que c'est pas fait pour eux. Ils ont le sentiment, même s'ils ont une très bonne note au bac, que de toute façon, ils vont passer leur vie à être jugés. Vous savez, cette question de la légitimité, elle est très, très plombante. Donc nous, on leur prouve, et on les voit se déployer en un an, c'est absolument fascinant, on leur prouve qu'ils sont capables. Parce qu'on est aussi des artistes, et on est peut-être aussi quelque part d'anciens mauvais élèves, c'est mon cas, et on est capable de se mettre à la place de celui qui a été humilié par l'orthographe, qui a été humilié par un professeur qui disait « Quoi ? Comment c'est possible ? T'as pas lu Stendhal ?» Ah oui, c'est possible. Et c'est pas une honte, il est jamais trop tard à 20 ans de lire Stendhal. Ou de lire pas d'autres choses, parce que le Rouge et Noir, c'est magnifique, mais il y a effectivement d'autres superbes. Vous savez, le problème à l'école, c'est évidemment les écrans, les élèves qui sont de moins en moins attentifs, mais il y a aussi le problème de la formation des maîtres. Et alors on va y venir justement. Il faut leur dire qu'on peut placer la barre très haut, mais il faut une sacrée dose d'empathie, et puis il faut bosser aussi. Alors on va y venir. Je voudrais juste revenir sur ce que vous venez d'évoquer, qui est très important, qui est les inégalités, la fracture sociale qu'on peut retrouver dans beaucoup d'établissements, dans beaucoup évidemment de milieux sociaux. On sait malheureusement que l'école n'est pas la même pour tous. Est-ce que justement ces fractures sociales se nourrissent, c'est ce que vous dites, je crois, Delphine Sobabert, dans votre tribune, se nourrissent de l'absence de mots, de pensée. Est-ce que finalement ce vocable, ces mots permettent de gommer, ou en tout cas d'espérer gommer ces inégalités, Delphine ? La question, c'est est-ce que les mots, excusez-moi, ça a coupé, les mots permettent de restaurer l'égalité, c'est ça ? Oui, en tout cas de gommer les inégalités le plus possible. Oui, on le voit, en fait, les enfants qui ont la maîtrise des mots, tout à l'heure vous parliez de liberté, Cécile, mais on le sent, un enfant qui a accès à la maîtrise des mots, il gagne en liberté et en assurance. Quels sont les enfants qui ont accès le plus facilement à la maîtrise des mots ? C'est ceux que les parents vont aider le soir, ils vont les amener au concert, ils vont lire et relire ce qu'a demandé le maître, ils vont les aider dans les différentes étapes de l'écriture, etc. On le sait qu'il y a une inégalité très forte et qui se creuse d'autant plus qu'on parlait de ce déficit d'expression écrite à l'école. Donc, en réinsufflant cette volonté d'expression écrite à l'école, en fait, on s'adresse à tous les enfants. C'est à l'école à assurer, c'est pas aux parents, CSP+, à donner un dictionnaire dans les mains des enfants et à les faire travailler, rabâcher. Tout le monde a droit à ça. Tout le monde doit pouvoir gagner en maîtrise des mots, en assurance, en confiance en soi. Celle qui vous parle, c'est la maman d'une petite fille de CE1. C'est aussi la journaliste qui a beaucoup travaillé sur la violence individuelle et collective quand je travaillais à l'Express. J'ai travaillé sur les émeutes, j'ai travaillé sur des faits divers, je travaillais sur du crime organisé.
Je suis pétrie en fait de cette violence qui surgit dès qu'il n'y a pas de pensée, qui s'éteint. L'autre jour, j'ai été frappée, j'avais un atelier avec des enfants de 7 à 10 ans. On travaillait entre autres choses, enfin on s'amusait, par exemple sur la liste des choses qu'on ne devrait pas entendre, tout simplement. J'ai été frappée de la vulgarité, le mot est faible, du niveau d'insultes que les enfants écrivaient sur leur page parce qu'ils ont voulu écrire, c'est eux qui ont choisi d'écrire les insultes qu'ils entendent dans leur cours de récré. CE2, CM1. Je ne peux pas vous les répéter ici. C'est du viol psychique à tous les étages. Toutes ces insultes sont en grande majorité d'ordre sexuel. Ce sont des enfants de 8-9 ans qui entendent ça dans certaines cours de récré. Il y a des cours de récré lambda en France aujourd'hui. Si ce n'est pas de la violence, ça c'est quoi? Ils vont se balancer des mots, ils n'ont pas idée de ce que veulent dire ces mots. Ils ont vu précédemment une vidéo TikTok dont je ne peux même pas vous faire état tellement elle est violente, à 8 ans. Le choc des mots, évidemment, dont on parle là, ici, et qui mène, comme vous le dites, vous voulez réagir, Cécile? Oui, ce que dit Delphine est fondamental. Ce que dit Delphine, c'est que les élèves sont pétris, influencés, nourris de ce qu'ils voient, entendent, rencontrent au quotidien. On sait que c'est les écrans, on sait que c'est la pornographie. Et les plus jeunes, eh bien, mettons-leur entre les mains les plus belles choses, c'est-à-dire les textes des auteurs, les grandes œuvres classiques, magnifiques, qui parlent à tous parce qu'elles sont universelles. C'est pas écraser les gens défavorisés avec une forme de violence symbolique. Non, c'est leur rendre hommage. Et rendre hommage à leur dignité d'être humain. Et peut-être cultiver, pardon de vous couper, mais aussi la nuance. Parce que quand on parle de ces insultes, quand on parle de cette violence, c'est toujours extrême. Et la nuance, c'est aussi le vocabulaire qui permet ça. Bien sûr. Et la nuance, c'est quelque chose de difficile qui s'apprend justement avec un lexique qui est riche, avec une syntaxe qui est capable de se déployer. C'est très difficile l'exercice qu'on est en train de faire en ce moment. On essaye d'aller jusqu'au bout de thématiques qui sont cruciales. L'école, les enfants, leur avenir. Et voilà, il faudrait pour ça des heures et des heures. Et on a quand même du temps. On a du temps déjà pour s'exprimer, pour pouvoir comprendre. Mais c'est difficile, si vous voulez, voilà. Non, mais on vous comprend très bien toutes les deux, au contraire. Et la nuance, voilà, requiert des modèles. Et par exemple, puisqu'ils sont influencés par tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils voient, influençons-les avec les belles choses. Ils ont l'intuition de la beauté, les élèves. C'est ça qu'ils demandent et qu'ils attendent de nous. Ils détestent les cours au rabais, qui est d'une condescendance scandaleuse. Moi, au plus haut niveau de l'État, on m'a dit, mais vos élèves, qui ne sont pas très bons, passez par un contre-langage, le rap ou le slam, ce qui est très bien, hein, mais pas dans mon cours. Pour faire de la poésie, je leur ai dit, monsieur, c'était un président de la République qui me disait ça. Si je fais ça, déjà, ils vont me mépriser. Je suis pas leur grande sœur, je suis pas leur mère. Et eux, ce qu'ils me demandent, c'est que je les arrache à un quotidien qui est souvent gris et que je les emmène ailleurs. En ce moment, j'embarque mes élèves avec les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud et ils sont fous de joie quand ils lisent la Vénus Anadyomène avec un ulcère à l'anus. À la fin, c'est très scandaleux. C'est pas pornographique du tout, c'est simplement la parodie d'un genre. Le blason, il écrit un contre-blason. Là, on sort, si vous voulez, de la pornographie ambiante pour être dans la haute culture, dans une entreprise de déconstruction, mais qui, pour être comprise, nécessite une connaissance profonde du classicisme et de la construction. Et là, on est dans quelque chose de profondément intelligent. On va parler pas de pédagogie, parce qu'en fait, il s'agit de pédagogie aussi, là, et de formation des profs. Mais avant, j'aimerais remercier Delphine Sobabère d'avoir été avec nous pour nous parler justement de l'urgence de prendre en compte cette problématique de l'écrit à l'école. Et je vous recommande à tous de lire donc, cette tribune que vous avez faite dans Le Monde, je crois que c'est le 5 septembre dernier, avec Isabelle Carré et beaucoup d'autres intellectuels, artistes et autres que vous avez cités. Merci Delphine d'avoir été avec nous dans le Grand JT. Merci. Au revoir. Je reste avec vous, Cécile Ladjali, avec joie pour justement parler de cette pédagogie et de cette formation des profs. Car on le voit, vous êtes animés, vous êtes passionnés, mais comme beaucoup de professeurs. Aussi, mais quand on est animé, passionné, on est forcément énervé, non? Ça va ensemble. Oui. Et donc, j'aimerais comprendre, et surtout ceux qui nous regardent et nous écoutent, savoir justement comment amener à la fois
l'élève, bien sûr, mais aussi le professeur, l'enseignant, qui peut-être est un peu alourdi par beaucoup de choses que l'on voit aujourd'hui, par cette pression, par cette non-reconnaissance, tout ce que l'on sait du statut de professeur aujourd'hui. Savoir comment aller au-devant de ça, de le dépasser pour pouvoir justement être formé à autre chose que ce qui est fait aujourd'hui. Peut-être ouvrir la porte de la classe à des artistes, parce que nous on triche un peu au programme Baudelaire, on est à la fois professeur et à la fois artiste, voilà, mais on ne peut pas demander à un professeur d'avoir 2 casquettes, donc inviter les professeurs à faire entrer les écrivains dans la classe. Déjà comme ça les élèves vont se rendre compte que les auteurs, les écrivains ne sont pas que des gens morts, qu'il y en a des vivants aujourd'hui. C'est vrai que ça paraît absurde de le dire, mais il faut le rappeler. Et souvent c'est Thomas Reverdy qui râle beaucoup, il a raison, parce que le programme de lettres, il est magnifique, mais il est très classique, et au programme du bac, alors j'adore, on a Colette, on a Balzac, et on a l'abbé Prévost, un roman magnifique, Manon Lescaut du XVIIIe siècle, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas Méélise de Keringal, Véronique Ovaldé Parce que vous pensez que justement ces livres, ces textes proposés sont des textes qui ne sont pas faits justement pour des étudiants de leur âge? Si, ça peut être très bien, si on sait faire... non, mais sur le plus grand nombre, je parle. C'est plus difficile de les attraper, si vous voulez, avec La peau de chagrin, par exemple, une espèce de réécriture du mythe de Faust, même si le pacte avec le diable, ça les intrigue beaucoup, mais si vous voulez, ce serait plus facile, même d'un point de vue lexical et syntaxique, des œuvres qui peuvent être très belles, mais d'aujourd'hui. Et puis c'est surtout que vous pouvez demander aux écrivains qui sont vivants de venir dans la classe et de rencontrer les élèves. Et ça les rend fous de joie. Donc mêler, articuler le pédagogique et l'artistique, et que notre ministre de l'Éducation nationale dialogue avec le ministre de la Culture, je trouve ça très bien. C'est ce que mon amie Françoise Nyssen, mon éditrice, faisait du temps où elle était ministre de la Culture. Elle dialoguait avec Jean-Michel Blanquer. Et c'était un binôme pas mal, ça. Depuis, il est devenu ministre, depuis l'arrêté. Voilà. Mais il faudrait un ministère de... l'éducation artistique. Il faudrait que ça davantage que les arts finalement viennent davantage entre c'est fondamental. Mais je pense que c'est très impressionnant après pour le professeur qui a toujours été le maître à bord et qui a la parole autoritaire. C'est lui le maître, d'avoir quelqu'un d'autre, et notamment un adulte qui pourrait dans certains domaines être plus fort que lui. C'est très difficile pour le prof d'accepter cette présence dans la classe. Plus fort, en tout cas complémentaire. C'est pas la même chose. Oui, c'est évidemment comme ça qu'il faut voir les choses, mais c'est pas si simple. Merci en tout cas beaucoup, Cécile Ladjali, d'avoir été avec nous sur le Grand JT. J'aurais aimé discuter encore des heures avec vous, ainsi qu'avec Delphine Saubabert, parce que c'est passionnant de pouvoir à la fois vous écouter et puis de comprendre l'importance justement des mots, du vocable, de l'écriture de manière générale et de la lecture, ce qui nous mène aussi à la sociabilité, à plein de sujets dont on aurait pu traiter, mais on n'a pas le temps, c'est comme ça, c'est la vie. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes professeure de lettres, écrivaine et directrice du programme Baudelaire. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Je vous donne rendez-vous tous les jours pour la quotidienne de School TV. Chaque matin, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. Et puis vous retrouvez aussi une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, littérature jeunesse, pédagogie. Tous les jours dans la quotidienne, on vous donne ainsi des clés de compréhension et des pistes d'action. Ils œuvrent
œuvre aux 4 coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes de l'éducation. Qui sont ces entrepreneurs, ces collectivités et ces citoyens qui inventent et imaginent l'école de demain? On part à leur rencontre tous les jours et on les met à l'honneur dans l'école du futur, du lundi au vendredi, avec une bande de chroniqueuses et de chroniqueurs qui ont toutes et tous une idée derrière la tech. Et puis cette année aussi, je vais vous emmener faire un tour de France de ces initiatives positives et novatrices. Vous allez voir, inspiration garantie. Ça va faire 2 ans que j'ai tout arrêté. Aucune rechute. J'adorais ce petit frisson, la sensation d'interdit. Et maintenant ? Maintenant, je suis rentré dans le rang, coach. Un film ou une série par soir. Légalement. Vous voyez qu'il y a une vie après le piratage. Mais j'y pense tout le temps. La clé, c'est la respiration. J'ai encore envie. Ah oui ? Je tiens bon. C'est bien. Ah oui, je tiens bon. Bravo. Je tiens bon. Oui, j'ai compris. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon. De retour dans le grand JT de l'éducation, c'est important d'initier les enfants à l'art dès le plus jeune âge en visitant, et pourquoi pas, des musées et des châteaux. Bah oui, les châteaux, on adore ça, ce n'est pas facile pour un parent de répondre à toutes les questions, je l'ai vécu évidemment. Surtout quand celui-ci demande « mais pourquoi on construisait des châteaux ?» Petit silence, je vois que vous hochez de la tête, je comprends. Quand est-ce qu'il a été construit ? Comment? Qui vivait à l'intérieur? Pas de panique parce qu'un livre existe et il est vachement bien. Enfin, un livre d'art pour les enfants et aussi pour les parents. J'accueille Sandrine Andrews. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne de l'art et auteure de ce fameux livre dont je parle, Les Châteaux de France, expliqués aux enfants, paru chez Larousse. Alors c'est génial parce qu'on y trouve tous les châteaux, là déjà la façade du château de Versailles, qu'on a priori on reconnaît, mais enfin pas sûr. Le must. Enfin oui, le must, oui, on le reconnaît, mais c'est très beau. Oui. Disons que le plus populaire, si je puis dire, en France, serait le plus visité. Et le plus visité, oui, le château de Versailles. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, si ce n'est que, bon, je le disais, vous êtes historienne de l'art, mais parce que vous êtes passionnée de châteaux depuis l'enfance? C'est vrai que j'adore les châteaux et que derrière chez moi, il y avait un château et que je me permettais de faire la petite souris et d'aller dans le parc. Enfin, c'était un château privé, mais je ne me privais pas d'aller par-dessus les haies et d'aller contempler, regarder dans le terrain du château. Mais bon, voilà, je ne dirais pas. Je risque d'être emprisonnée après. Mais vous n'aviez personne pour vous raconter l'histoire du château, j'imagine? Non, et il n'y avait pas grand-chose que je pouvais trouver à l'époque sur ce château, mais c'était un château qui a été beaucoup transformé, comme beaucoup de châteaux, avec toujours plusieurs strates. Donc la version que je voyais, c'était celle du 19e, qui existe toujours d'ailleurs. Il est toujours là, ce château. Donc, mais alors, donc, il oui, est ça où, là? C'est intriguant, là, quand même. Il est dans quelle région, dans quel département, ce château? Alors, je suis originaire des Deux-Sèvres et mon village s'appelle Mosée-sur-le-Mignon. Donc voilà, on fait un petit coup de pub à mon village natal. Ouais. Voilà. Alors donc les châteaux. Donc vous étiez passionné des châteaux grâce à ce petit château qui était donc juste derrière chez vous, et vous avez très vite demandé à vos parents d'aller visiter tous les plus grands châteaux. J'imagine le château de la Loire, le château de Versailles. Oui, alors la Loire n'est pas très loin de ma région, donc en effet on a fait un peu quelques visites de châteaux, mais sinon pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. Donc aujourd'hui, ma passion pour les châteaux, c'est simplement ma passion pour l'art, l'architecture. Donc dès que je peux parler de choses qui sont plutôt intéressantes sur le plan historique et puis belles, enfin après la beauté, c'est un grand mot qui peut englober beaucoup de choses. Donc voilà, en fait, ma vocation actuellement, c'est de parler d'art aux enfants. Donc ça peut être des châteaux, comme ça peut être des impressionnistes, comme ça peut être des chefs-d'œuvre de la peinture. C'est ce que j'ai fait avec cette collection chez Larousse, où on parle donc de tous ces éléments pour les enfants, mais aussi pour la famille. Donc c'est un livre qu'on peut lire en famille. Oui, c'est ça, c'est un livre qu'on peut lire en famille, parce qu'évidemment, on ne sait pas répondre à toutes ces questions-là, notamment pourquoi il y avait des châteaux. C'est vrai, ça c'est une question toute bête, mais pourquoi? Pourquoi il y avait des châteaux? Il fallait défendre un territoire. Donc certains seigneurs construisaient des châteaux. Ils demandaient la permission au roi d'avoir un château pour défendre ses terres. Mais ces seigneurs, en échange, devaient aider le roi s'il fallait se préparer à une guerre. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de défense de territoire. Et plus tard, quand on n'aura plus les guerres entre fiefs, on arrêtera de construire des châteaux avec des créneaux, des machicoulis, des enceintes, et on fera des beaux châteaux, des résidences magnifiques, comme Chambord, c'est pas du tout un château de défense, donc un beau château comme Chambord. Ça peut être évidemment Versailles, mais on a Vaux-le-Vicomte, on a tout un ensemble de châteaux qui sont après des châteaux depuis la Renaissance, qui sont des châteaux vraiment alors ça, c'est pour la partie, plus confortables.
purement historique, mais vous êtes, on le disait, historienne de l'art. En quoi c'est bénéfique d'initier les enfants à l'art, justement, dès le plus jeune âge? Alors, bonne question. Alors, pourquoi c'est bénéfique? À mon avis, pour moi, c'est assez... tout simplement, l'art, c'est tout, à peu près tout. On est, tout est à travers l'art, on peut aborder énormément de sujets. Donc, je pense que c'est... pour moi, ça a été... Je pourrais dire la même chose pour l'éducation. Voilà. Alors, c'est vrai que cette question me prend un peu dépourvue, mais pour moi, par exemple, c'est un moyen d'être... c'est un plaisir et un bien-être. Donc, que j'aille au musée, que je vois un tableau, j'éprouve beaucoup d'émotions et de plaisir à regarder un tableau. C'est une émotion que j'ai envie de partager ensuite avec les autres, en leur faisant découvrir non seulement mes émotions, mais aussi les connaissances qu'il peut y avoir derrière ce tableau. Donc, pourquoi les enfants devraient s'intéresser à l'art? Peut-être simplement parce que, pour moi, c'est un plaisir et je ne voudrais pas que... garder ce plaisir égoïstement. Loïc. En plus, on est en plein dans l'actualité puisque le monument préféré des Français qui a été élu là récemment sur France Télévisions, c'est le château de Sedan qui cette année a gagné. Ce qu'on voit néanmoins, et Stéphane Bern en est un bel ambassadeur, c'est qu'il y a de moins en moins d'argent pour protéger ce patrimoine-là. Et que peut-être dans quelques années, il y a beaucoup de châteaux, et on sait qu'on est un pays à châteaux, l'Aquitaine aussi, on appelle ça maintenant la Nouvelle-Aquitaine, mais l'Aquitaine est historiquement une région de châteaux. Est-ce que vous leur passez aussi ce message-là de « attention parce que ce que vous voyez là, si vous ne le protégez pas, demain, ce sera peut-être perdu ». Est-ce que vous avez cette approche-là également? Dans le livre, c'est simplement vraiment déjà donner envie à chacun d'aller voir le château, qu'il soit juste à côté de chez lui ou un peu plus loin en France. Déjà, c'est un objectif de vacances, si on peut aller partir en vacances, ou même si on a juste un week-end. C'est vraiment déjà donner envie d'aller voir ces châteaux. On a vraiment tous autour de nous et on ne pense pas toujours à aller les voir. Donc déjà, c'est le premier objectif. Et bien sûr, oui, de comprendre que ces châteaux, derrière ces châteaux, il y a des équipes très actives qui travaillent sur la restauration ou qui travaillent sur la médiation et qui sont là vraiment pour accueillir le public et partager leur plaisir, leur curiosité, leur amour de ces vieilles pierres et de l'histoire des gens qui étaient à l'intérieur. On fait revivre aussi toutes ces histoires. Donc ça, c'est passionnant. Donc c'est ça, en fait, que j'ai envie de montrer, de faire vivre après en famille, sur le canapé à la maison ou bien sur le lieu même. Parce qu'en fait, le livre, il se transporte... Il peut servir aussi sur place. Oui, j'expliquerai ça après. Il peut servir sur place, oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez bien fichu, dire qu'à la fois les visites de musées comme de châteaux sont faites pour les enfants, avec soit une visite guidée, soit avec des audioguides qui permettent de raconter les petites histoires de la grande histoire. Donc, quel est peut-être le ou les châteaux que vous conseillerez vraiment à visiter avec des enfants? C'est difficile parce qu'ils sont tous super. Il faut tous les visiter avec des enfants parce qu'ils sont tous intéressants. Que ce soit celui qui est perché en haut des falaises dans le sud de la France, comme le château de Quéribus, qui est celui des chevaliers cathares. C'est fascinant. Donc ça, déjà, on a envie d'aller le voir parce que c'est une aventure entière, mais ça peut être. C'est difficile. Après, voilà, chaque château met en place. Carcassonne est sublime aussi. On a le Clos Lucé. Qui fait un travail énorme autour de Léonard de Vinci, où là on découvre les machines de Léonard de Vinci. Donc c'est peut-être celui qui peut-être est super attractif pour les enfants, au château de Cheverny, avec le bâtiment qui est quand même le bâtiment qui a servi à Hergé pour construire pour dessiner le château de Moulinsart d'Adoc, du capitaine Haddock. Donc, il y a plein de châteaux qui ont une histoire. Il y a aussi celui où on a la Belle au Bois dormant. Voilà, il y a des tas de châteaux qui se prêtent vraiment à l'aventure familiale, mais tous, parce qu'un château en soi, c'est toujours c'est en lien direct avec notre imaginaire d'enfant, aux adultes. Parce que moi, j'ai pas grandi, donc voilà. Vous avez de la chance. J'aimerais bien ne pas grandir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sandrine Androusse, pour nous parler de votre livre Les Châteaux de France expliqués aux enfants, qui est donc vraiment un livre d'art pour les enfants, très clairement, mais pour toute la famille de manière générale, et qui permet, comme vous le disiez, d'être un premier guide pour aussi, à la fois chez soi regarder, mais aussi y aller, l'emmener et sur place se balader et explorer le château. Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est à vous, cher Loïc, vous me parlerez château et... À devoir à la maison. C'est moins drôle. Si, ça peut être ensemble. Ça peut marcher.
Loïc, cette semaine, vous avez voulu savoir qui a eu cette idée folle un jour d'inventer les devoirs à la maison. Oui, parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est éminemment important que les enfants poursuivent le travail dans un cadre qui n'est pas l'école. En revanche, pour nous, parents, c'est pas qu'on a autre chose à faire, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste c'est un petit peu embêtant quand même. Alors, moi je ne cautionne pas vos propos. Oh, c'est moche de faire ça. Bon, ben j'assume. En tout cas, il y a quand même une première révélation. Vous êtes gêné, là. Je pensais que vous iriez dans mon sens, mais pas du tout. C'est pas grave. Parce qu'il y a une première révélation importante. En 1956, figurez-vous qu'il y a une circulaire qui dit noir sur blanc que les devoirs écrits à la maison, qu'ils soient obligatoires ou facultatifs, sont interdits à l'école primaire. On n'a pas le droit de donner de devoirs écrits à la maison. Ils peuvent être faits sur le temps scolaire ou si c'est à la maison, ça ne peut être que des devoirs à l'oral. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, on peut le constater tous les jours, qui oublient un petit peu cette circulaire de 1956. Mais les devoirs, donc c'est une invention moderne alors ? Non, je pense dès qu'on a pu faire trimer les enfants, on l'a fait. On n'a pas beaucoup de sources en réalité, mais depuis que l'enseignement s'est structuré au moment où l'écriture est apparue, c'est-à-dire 4000 ans avant Jésus-Christ à peu près, les élèves avaient des exercices à réaliser en dehors de l'école. Mais imaginez-vous, à l'époque, les cahiers n'existent pas, donc c'est soit de la cire, de la pierre, du papyrus, de l'ardoise, et forcément ce sont des supports qui sont très chers, qui sont très rares, donc on ne pouvait pas faire les devoirs à la maison facilement. Donc la plupart des exercices hors école étaient des exercices de mémorisation. Et si on avance un petit peu dans le temps, alors on en est où ? Alors, au Moyen-Âge, évidemment, c'est l'Église qui administre l'école. Vers le IVe siècle, c'est surtout pour recruter des nouveaux clercs. Et vers le IXe siècle, avec Charlemagne, c'est le début de l'école pour tous, néanmoins très axée sur la religion. Dans les deux cas, il n'y avait pas d'exercice ou de devoir à la maison au sens strict. Il y avait pire, parce qu'en fait, les élèves recopiaient la Bible. En entier ? Alors, pas en entier, des petits passages chacun. Mais c'était surtout le cas pour ceux qui allaient à l'école pour devenir prêtre ou moine, c'est ce qu'on appelait les copistes. Et en même temps, c'est logique parce que l'imprimerie ne sera inventée que 650 années plus tard. Gutenberg. Bravo, c'est ça, oui. Et donc, il y avait une nécessité, c'était de diffuser la foi partout en Europe. Et donc, on ne pouvait que recopier la Bible pour l'amener un petit peu dans tous les territoires. Et donc, les élèves étaient chargés de recopier chacun des petits bouts de Bible pour les amener le plus loin possible. Mais cela, c'était au sein même de l'institution, pas à la maison. Voilà, parce qu'en fait, ces jeunes vivaient la plupart du temps déjà dans les monastères. Ça, c'est pour ceux qui voulaient devenir prêtres. Pour les autres, les plus pauvres, ils aidaient déjà leurs parents au champ ou dans les commerces, donc ils avaient bien mieux à faire. Et pour les plus riches, ils avaient des précepteurs à la maison. Donc, c'est pas qu'ils avaient des exercices ou des devoirs qu'on leur donnait, mais il y avait du travail en plus à la maison fait par des précepteurs, effectivement. Et c'est en fait cette règle-là qui va être un petit peu tacite pendant plusieurs siècles. Les exercices qui sont donnés en plus, sont réalisés dans l'enceinte de l'établissement, sous la conduite des enseignants. Et il y a en fait aussi un constat clair, c'est que jusqu'au début du XXe siècle, les familles les plus modestes sont absolument incapables d'accompagner leurs enfants sur les devoirs. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux. Donc, c'est compliqué pour eux. Et on considère pendant longtemps que ceux qui doivent encadrer ce qu'on appelle donc à l'époque l'étude, on appelle ça aussi comme ça un peu aujourd'hui, ce sont les garants du savoir, donc ce sont les profs. Et à quel moment ça évolue ? Alors c'est au cours du XXe siècle que les devoirs à la maison s'imposent vraiment dans notre système scolaire, et c'était autant pour faire progresser les élèves que pour impliquer les parents. Parce que c'est bien ça aussi, la nécessité d'avoir des devoirs, c'est de permettre aux parents de suivre un peu l'évolution de leurs enfants, de constater leurs progrès, mais aussi leurs difficultés, donc de les accompagner de façon beaucoup plus pertinente. Sauf que, en fait, petit à petit, au XXe siècle, nous, les Français, vous savez, on ne sait pas faire les choses normalement. C'est toujours un petit peu dans l'excès. Et donc, dans les années 40-50, les élèves de l'école primaire croulent sous les devoirs, d'où au final, cette circulaire de 1956 qui dit on arrête, soit c'est de la mémorisation, soit c'est pas de devoir écrit. Mais beaucoup d'établissements n'appliquaient pas du tout cette circulaire, donc il y en a eu plusieurs autres. Pour rappeler celle de 56, il y a eu 1962, 1964, 1971, 1986, 1993. Et en 95 aussi, il me semble. Ouais, encore une fois, mais sur le terrain, rien n'a bougé finalement. C'est une application permanente, mais non appliquée. C'est un petit peu ça. Et en fait, chaque ministre de l'Éducation essaye de trouver un nouveau truc. Donc là, 95, c'est François Bayrou qui instaure les études dirigées en classe, en lieu et place des devoirs à la maison, parce qu'il considère que les parents ne peuvent pas tous donner du temps pour leurs enfants. Mais comme vous l'avez dit, les enseignants
ne suivent pas forcément et les primaires ont continué à avoir des devoirs jusqu'à aujourd'hui. J'y ai passé mon week-end dessus en anglais, en maths et en poésie, donc je peux vous le dire. Donc voilà, les devoirs, ça date d'il y a longtemps, on a essayé de les abroger, mais bon an, mal an, c'est un petit peu le prof qui décide, quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps parce que j'aurais bien demandé une petite poésie quand même aujourd'hui. J'en ai pas. Pas de bol, pas de bol. Désolé. Bon, merci beaucoup parce qu'on apprend toujours beaucoup de choses formidablement intéressantes avec vous, Loïc. J'en profite d'ailleurs par ce soir. Regardez School TV, bien entendu pour suivre toutes les émissions de la chaîne, mais aussi parce que School diffuse votre documentaire, Loïc. Vous êtes allé en immersion dans une école à la rencontre de chaque personnel éducatif qui œuvre justement à la mise en place d'initiatives pour les établissements. C'est ça, c'est un collège à Neuilly-sur-Seine. On a passé la journée avec eux, donc on a rencontré le principal, la CPE, on a rencontré une professeure de sport qui s'occupe d'une coniclasse, donc tout autour des sciences cognitives. On a rencontré la personne qui s'occupe de la classe média, voilà, tout ça dans la bonne humeur, avec ce style un peu champêtre qui me caractérise. Donc il y a du fond, il y a un peu de fun, et donc c'est à découvrir juste après. Champêtre à Neuilly-sur-Seine. Oui, c'est assez drôle cette phrase. Mais en revanche, non, mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'effectivement, au-delà du sourire, effectivement, et de toute la passion qui se voit, qui se ressent dans le film, eh bien, on peut comprendre chaque poste, chaque métier, finalement, au travers et puis les innovations positives, et on voit aussi surtout ce qui anime les gens au quotidien pour accompagner nos enfants, et on voit qu'en fait il y a beaucoup de très belles choses. C'était ça qu'on voulait mettre en valeur. Donc documentaire de Loïc Landreau réalisé par Xavier Sanchez ce soir juste après le Grand JT, donc c'est à 21h sur School TV. Vous restez branchés et vous allez voir, vous n'allez pas décrocher. Tout de suite, je vous laisse découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Lilia Benchaban. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es humoriste. Tu commences d'ailleurs à faire pas mal parler de toi avec ton spectacle qui s'appelle Handicapée méchante. Tout à fait. Tu pars avec en tournée dans toute la France? Oui, à partir de septembre. Donc du combien? À partir de septembre 2023 jusqu'au juin 2024. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter le spectacle en quelques mots? Le spectacle, c'est beaucoup d'autodérision. C'est plein de sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder, qu'on essaie d'aborder avec légèreté. Et voilà, c'est 1 heure de rire et sans tabou, surtout. Ta première tournée? C'est ma première tournée. Comment tu te prépares? J'appréhende beaucoup, mais en même temps, j'ai trop hâte de découvrir le public de chaque ville, etc. Donc je pense que c'est un peu d'excitation, je suis contente. Plus c'est l'excitation qui prend le pas. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres projets en parallèle dans les prochains mois? Il y a un projet d'émission qui s'appelle Bande organisée, qui est présenté par Philippe Cavrivière et Alex Vizorek sur France Télé. Ouais. Voilà. Donc je ferai des petites chroniques dans cette émission. Et sinon, un projet de livre qui sortirait en 2024. Voilà. On t'a vu aussi dans la bande originale l'année dernière, oui, Nagui sur France Inter. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais refaire? Alors pour l'instant, je n'ai pas renouvelé, on n'a pas continué. Mais en tout cas, c'était une très bonne expérience. Et si ça se représente, j'y retournerai avec plaisir. Les bandes, c'est ton truc, quoi. Ouais, exactement. Comme la bande du Jamel Comedy Club ou alors bande organisée. Ouais, t'as fait le Jamel Comedy Club? Ouais, la troupe du Jamel Comedy Club. Bon, on va essayer de faire un petit retour en arrière pour une projection, de se remémorer tes souvenirs d'écolière. Déjà, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Lille. Enfin, j'ai grandi toujours. Où je vis toujours, exactement. Tu es née à Fréjus par le fait des vacances. Exactement, voilà. Ta maman a accouché, mais sinon tu as fait toute ta vie en fait. Dans le Nord, ouais. C'était comment ton enfance là-bas? C'était plutôt sympa. Plutôt sympa. Je suis issue d'une famille nombreuse, on est 5 frères et sœurs. Ouais, t'as quelle position toi dans la famille? Moi je suis la deuxième. Ok. J'ai une grande sœur, une petite sœur et 2 petits frères. Et on s'entend globalement tous bien. Donc voilà. Globalement, et on précise. On s'embrouille parfois, mais ça va. C'est une bonne ambiance. Tu avais quelle place, toi, justement, si t'es deuxième en grandissant? Quel rôle? Deuxième, c'est le rôle de grande sœur, mais pas trop. Donc, j'ai eu le rôle de grande sœur quand ma sœur s'est mariée. Du coup, il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle s'est mariée il y a 4 ans. Mais sinon, ouais, je suis j'étais un petit peu la relou très bruyante de la... Tu prenais beaucoup d'espace? Exactement, beaucoup d'attention.
Est-ce que c'est peut-être pas ça qui t'a conduit à faire un peu de scène possible, hein. ou de mettre en avant? Je sais pas, c'est peut-être c'est possible, une possibilité. Oui, aujourd'hui, est-ce que tu es toujours la relou qui prend beaucoup d'espace de la famille? Complètement. C'est vrai? À chaque fois que j'arrive, je dis, oui, il se passe ça, je vais faire ça, il y a toujours un problème, c'est toujours moi le problème, c'est comme ça. Mais non, t'es le vilain petit canard. Ouais, mais gentil. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Lilia Benchaban. Merci Malika, merci Lilia, et on vous retrouve demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. La précarité étudiante, c'est un troisième thème qui est présent dans votre livre, qui est incarné cette fois par Anaë. Oui, effectivement, ça me tenait à cœur. On le voit depuis... depuis la rentrée, on en parle beaucoup. Depuis la rentrée, on en parle beaucoup. Et même pendant le Covid, on voyait des files d'étudiants qui faisaient la queue au Resto du Cœur, etc. Anaïs, c'est un personnage un peu particulier. Donc, c'est une étudiante qui décide volontairement de se prostituer pour payer une partie de ses études. Donc, il est précisé qu'elle a le choix. Hein. Elle pourrait très bien travailler au Starbucks, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas parce qu'elle est révoltée, parce qu'elle dit merde au capitalisme, et que donc c'est une femme libre, affirmée. Et en ce sens, elle est l'antithèse du personnage de Nadia, qui est beaucoup plus réservée, bienveillante. Donc c'est un peu la blonde et la brune, l'eau et le feu. L'eau et le feu, et Guillaume est un peu pris entre l'eau et le feu. Exactement. D'ailleurs, on ne va pas dire ce qu'il fait, ce brave Guillaume, pauvre garçon. Elle pourrait ne pas en avoir besoin, Anaë, de se prostituer, parce qu'elle vient, et d'ailleurs même de bosser chez Starbucks, parce qu'elle ne vient pas d'un milieu défavorisé. C'est un autre problème qui se joue dans sa famille à travers ses choix de vie. Oui, ce sont ses parents qui souhaitent lui enseigner la valeur travail, l'importance de l'effort, et qui lui disent on ne va pas te donner un centime pendant tes études, tu vas gagner ton argent toi-même. Et donc elle les prend au mot, mais d'une façon à laquelle elle ne s'attend pas. Oui, parce qu'Irina, tu vas nous parler du prix. Du prix éco-délégué. Allons-y. Alors ça a été créé en 2020 par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc le prix de l'action éco-délégué accompagne les éco-délégués, bien évidemment. L'objectif, c'est de faire connaître, d'encourager et de valoriser les actions menées par eux. Donc le concours est ouvert aux élèves des écoles, des collèges et des lycées d'enseignement général, technologique et professionnel de France métropolitaine, mais aussi à des départements d'outre-mer. Et pour l'édition 2022-2023, 263 établissements ont pu participer au concours. Désolé, j'ai une question un peu basique, mais c'est quoi un élève éco-délégué? Alors les un peu classes... brutal comme ça, ouais. Oui, mais c'est important de le rappeler. Oui. Les classes élisent des éco-délégués pour participer activement à la mise en œuvre du développement durable dans leurs établissements. Donc l'objectif, c'est de porter des projets pour, par exemple, améliorer la biodiversité, diminuer l'impact énergétique dans leur établissement ou encore promouvoir des actions pour ensuite sensibiliser ses camarades. Et quels sont les objectifs du prix éco-délégué? Alors, les principaux objectifs sont contribuer à l'éducation au développement durable, mieux faire connaître, encourager et valoriser le rôle des éco-délégués, encourager et valoriser aussi l'engagement et les actions concrètes des élèves en faveur de la transition écologique et du développement durable, et mettre en lumière des exemples et des pistes de travail pour les élèves et les enseignants. Et donc vous avez créé l'Uni, cette petite boîte à histoire qui a cartonné il y a quelques années, qui cartonne toujours autant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Oui, c'est très simple et très intuitif. En fait, on l'allume ici. Hop. Alors, avec les lumières, je ne sais pas si on peut bien voir, mais on a des petites images qui apparaissent. On vient sélectionner les histoires qu'on veut. Donc là, les histoires de Suzanne Gassion que je ne présente plus. Qui sera le héros de ton histoire? Et après, tout simplement, on vient sélectionner les éléments de l'histoire. Donc, on vient sélectionner là le héros, soit Suzanne, soit Gaston. Et après, l'histoire va-t-elle se passer? ça sera le lieu, le personnage secondaire, l'objet, et l'histoire va se lancer. Donc l'enfant arrive à créer en quelque sorte son histoire en y mettant tous les ingrédients. Qui va choisir parmi les possibilités, les choix qu'on lui donne. D'accord. Et ça, en fait, c'est très simple. C'est une arborescence qu'on crée avec les auteurs et les autrices avec lesquels on travaille. On travaille avec une maison d'édition classique, à la différence que nous, on crée pour de l'audio. Et donc, forcément, c'est différent. Et puis, on crée en créant des histoires interactives. Donc, c'est la particularité de l'Uni, c'est que c'est de la fiction audio interactive qui n'existe pas ailleurs, en fait. Nolan Diaz-Tomazawa, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que les jeunes ne s'engagent plus? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on a comme vous l'avez dit parfaitement, on a cette société qui, globalement, pense que les jeunes ne sont plus engagés, qui ne savent plus défendre de cause, etc. Je pense que, premièrement, le premier élément de réponse qu'on peut apporter à cela, c'est que les formes d'engagement ont changé. Certes, on n'a plus forcément de l'engagement physique, en manifestation ou ailleurs. On a d'autres formes d'engagement. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui extrêmement présents chez les jeunes, ils ont une place essentielle chez les jeunes, et c'est un moyen d'engagement.
Et aussi, il y a une méconnaissance très forte de la part de la société dans sa globalité des processus d'engagement actuels de la jeunesse. C'est-à-dire que, par exemple, la démocratie scolaire, dans laquelle Arsène et moi-même sommes très engagés, elle est très, très, très peu connue, que ce soit chez les adultes, mais aussi, malheureusement, chez les lycéens. Et c'est à ça aussi que servent les semaines de l'engagement. Il est malade, le système de l'obsession du diplôme, je vous cite toujours. Oui, alors en France, le diplôme pèse très fortement dans les destinées individuelles. Vous savez, il y a cette anecdote qui dit qu'aux États-Unis, quand vous passez un entretien d'embauche, on vous demande ce que vous savez faire, mais qu'en France, on vous demande de quelle école vous sortez. Alors, c'est certainement un peu caricatural, mais il y a quand même du vrai. Et il y a des choses... on devrait un petit peu s'inspirer de plus de l'étranger. Par exemple, vous voyez en Allemagne, les filières courtes techniques sont très valorisées, beaucoup plus que chez nous. De telle façon que je crois l'ancien PDG de Volkswagen avait commencé sa carrière en tant que mécanicien. Absolument, comme ouvrier à la base. Voilà, donc il a monté les échelons dans son entreprise pour arriver au sommet. En France, ça paraît difficilement possible. Les PDG de Renault sont tous polytechniciens. C'est vrai, c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'en Allemagne, si ces filières techniques ont attiré très fortement, c'est aussi parce que ce genre de parcours existait. Absolument, donc, oui. C'est le poids de l'histoire et de la façon dont les institutions sont construites. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux. Vous nous écrivez, on vous répond. Surtout Loïc, il répond toujours. Toujours, oui. Invariablement. Oui, c'est beau. Merci à toute l'équipe de School TV, en particulier aujourd'hui à la réalisation, c'est Alice Pitavi. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Maquillage, Laure Eudemont. Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Merci à toutes les équipes qui sont aussi derrière et qui travaillent comme des fous à la post-production et autres. Canal 217 sur les box Orange, canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Vous dites au revoir, j'aime bien quand vous dites au revoir. Je vous souhaite une très très belle soirée et tout de suite, l'émission en immersion à Neuilly-sur-Seine. À demain. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.